Ravi de vous voir tous ici dans l'Agora du campus de voyage privé pour le second meet-up de l'équipe Data. Donc, je vais faire très court. Moi, je suis Ariane Friedrich, Chief Data Officer chez Voyage Privé depuis 1 an. Et je suis ravie de vous laisser découvrir ce que fait l'équipe Data au quotidien. On a essayé de faire un panel d'activités un peu variées pour laisser la découverte à tous des différentes activités. Si la zapette veut bien démarrer, parfait. On va avoir 3 talks ce soir. On va avoir un premier talk sur la stack data. On est en train de la faire évoluer. Il y a quand même beaucoup de sujets à revoir. On a une grosse refonte à faire. Et donc, du coup, forcément, on s'est challengé avec les nouvelles technos du moment. Et l'objectif, c'est de vous partager nos choix sur les différentes technologies et peut-être faire des focus sur des outils en particulier. Ensuite, on va travailler sur l'A/B testing. On avait déjà fait dans un premier meet-up une présentation sur la partie A/B test, plus sur la partie qu'est-ce qu'un test de significativité. Là, on va essayer de vous montrer un petit peu comment faire en sorte que l'A/B testing nous aide à améliorer notre culture digitale et comment on collabore avec l'équipe produit. Merci à eux qui sont présents dans la salle. Et enfin, le talk 3, c'est comment conduire des focus group. Alors, je ne sais pas si vous en avez fait souvent dans vos entreprises. Souvent, on a plein d'idées innovantes, mais finalement, ça ne répond pas aux besoins de l'utilisateur. Donc là, c'est de donner la parole à l'utilisateur. Et donc, pour ça, faut les rencontrer. Et donc, du coup, Dionée vous en parlera mieux que moi. Voilà, je laisse directement la parole au data ingénieur pour la stack data. Bonjour à tous, je m'appelle Lucas, je suis data ingénieur à Voyage Privé et je vais vous présenter du coup l'évolution de la stack data de Voyage Privé sur laquelle on a travaillé avec mes camarades data ingénieurs. Donc l'évolution de cette stack a pour but d'accompagner du coup la transformation digitale de Voyage Privé. Du coup, on a orienté l'évolution de cette stack sur différents choix. Le premier, c'était d'utiliser une stack plutôt moderne. Donc, dans le jargon de la data, c'est beaucoup appelé, cette stack est beaucoup appelée la Modern Data Stack. On a voulu aussi utiliser des outils open source et passer d'un modèle d'ETL vers un modèle plutôt ELT qui est davantage recommandé maintenant. Donc, voici l'architecture dans l'état où elle était lors de la fin du précédent meetup. Donc, le principal problème de cette architecture, c'est qu'elle était orchestrée via Kiwi. Kiwi, qui est un outil qu'on a développé en interne. Donc, ça a amené quand même pas mal de problématiques qui sont notamment autour de la maintenance de cet outil. Car maintenant, aujourd'hui, il y a quand même pas mal d'outils qui ont été développés pour répondre à ces besoins. D'autres problématiques ont été aussi tout ce qui est optimisation, partitionnement, etc., qu'on a voulu résoudre. Du coup, on a commencé par remplacer cet outil d'orchestration via l'outil Airflow, donc un outil open source, plutôt mature, et en plus qui était intégré dans un service Google Cloud appelé Cloud Composer, donc qui permettait justement de manager une instance Kubernetes de Airflow, ce qui nous a enlevé aussi une charge de maintenance de notre côté. Donc tout ça a permis du coup d'optimiser la plateforme en séparant du coup tout ce qui a été ingestion et transformation, tout en restant dans notre architecture GCP, Cloud Storage et BigQuery. Bien sûr, tout ça, on l'a développé en infrastructure as code avec Terraform. Ensuite, on a ajouté un nouvel outil appelé Airbytes. Lui, pour le coup, donc, il est aussi open source, mais plutôt jeune. Il nous permet de réduire encore nos problématiques de maintenance, car il permet de créer des connexions vraiment en quelques minutes avec nos API externes. Et donc, c'est vraiment un plus pour nous. On a quand même eu quelques petites problématiques du fait de sa jeunesse, donc il évolue énormément. On reçoit des releases quasiment toutes les semaines.
On a créé les tickets dans GitHub. On va essayer de participer à leur résolution pour mettre un peu la main à la pâte. Donc, je vais vous montrer un peu comment fonctionne Airbyte. En gros, on peut sélectionner notre source parmi une multitude, donc il y en a plusieurs centaines de sources disponibles. On a juste à la sélectionner, renseigner les informations de connexion. Pareil pour la destination. Donc, nous, on a travaillé beaucoup sur BigQuery. Donc, il y a juste à renseigner le service account, le dataset de destination et à peu près, on est parti. Ensuite, on crée la connexion. Donc, on sélectionne la source précédemment créée, puis la destination. Et directement, on obtient du coup une page avec les différentes tables disponibles. On a accès aussi aux API, enfin à la documentation de l'API. Et pour les différentes tables, lorsque c'est possible, la possibilité de sélectionner une ingestion incrémentale. Dans le cas de BigQuery, il propose aussi le fait de soit proposer une table dédupliquée et aussi une table avec l'historique des données, chose qu'on cherche à avoir nous. Donc ça correspondait très bien à notre besoin. Ensuite, on a ajouté un autre outil, lui aussi open source, appelé DBT. Donc DBT, c'est quelque chose qui permet de faire de la transformation via des requêtes SQL. Donc elles sont intégrées dans un Jinja, donc on peut mettre justement des macros. Ça pourra être utilisé derrière aussi par l'équipe BI pour les layers supérieurs. Et en plus, DBT, pour le coup, peut être appelé par Airbyte directement. C'est pas sur ça qu'on est parti, mais on aurait pu le faire. Initialement, on l'avait mis enfin, on l'appelait via Airflow en montant une image cube pour éviter les problèmes de dépendance que pouvait y avoir avec Composer qui sont assez fréquentes. Récemment, ils l'ont intégré directement dans la liste de packages de Composer. Donc, on a pu directement appeler ça via un worker Airflow. Donc, bon, DBT, ça permet de faire beaucoup de choses. Ça permet de faire du lineage, ça permet de checker la donnée, etc. Je ne vais pas m'étaler sur ça. Ça fera l'objet d'un futur meet-up sur le sujet. C'est vraiment vaste. Je vais juste vous montrer une des problématiques qu'on avait sur Airbyte. Donc ça, c'était l'ingestion, l'ancienne. On collectait les données de Airbyte directement dans un cloud storage raw. Puis après, on partitionnait cette donnée qui ne nous arrivait pas partitionnée. Justement, c'était ça le problème, vers notre layer raw dans BigQuery. Et en fait, DBT nous a permis d'ajouter un layer temporaire directement dans BigQuery. On faisait tourner du coup notre DBT pour partitionner la donnée vers notre layer raw. Et enfin, on exportait ça dans notre GCS en parquet. Donc le fait d'avoir un layer temporaire, ça permet de ne pas gérer cette partie-là. Les données sont supprimées automatiquement euh, au fil du temps. Et dernièrement, on a ajouté du coup la CDC qui nous permet de monitorer certaines tables dans notre base de données. Mais je vais laisser du coup Quentin vous apporter plus de détails sur le sujet. Merci Lucas. Donc moi c'est Quentin, je suis data ingénieur depuis la création de l'équipe il y a quelques années et je vais donc vous parler, comme disait Lucas, de Change Data Capture, CDC, donc à ne pas confondre avec le groupe de métal. Donc il y a un petit abus de langage sur le principe de CDC. Je voudrais du coup revenir sur sa définition et qu'est-ce que c'est exactement. Parce qu'en réalité, on a tendance à croire que ça se limite à une petite famille d'outils, mais la Change Data Capture, c'est une méthodologie très globale qui permet de savoir comment identifier, traquer et récolter les changements de données dans le temps. Donc pour ça, on a différentes approches qui existent pour réaliser ce but-là. Je vais vous les présenter une par une. La première, la plus connue, en fait, c'est du batch, très simplement. Donc, on va aller chercher les tables ligne par ligne. On va les filtrer avec des requêtes SQL sur des timestamps pour l'évolution dans le temps ou des numéros de version quand c'est le cas, des statuts pour un changement sur une valeur ou une énumération. L'inconvénient majeur de cette méthode-là, c'est qu'elle est directement intégrée au serveur de base de données, puisque les requêtes tournent dessus, donc ce qui peut induire une très forte charge sur le serveur.
qui dit requête de sélection entraîne que si la donnée est supprimée, on n'a pas vraiment de moyen de s'en rendre compte. Et de toute manière, cette méthode-là, ayant la contrainte d'un certain nombre de champs présents, si ces champs n'ont pas été prévus dans le modèle de données à l'origine, on est un petit peu embêté et bloqué. Donc après, on a une deuxième solution qui, elle, bascule dans l'univers du streaming, donc qui va se baser sur les triggers. Donc les triggers vont se positionner sur une table spécifique, détecter, enfin être appelés quand il y a une opération sur la base, une insertion, une suppression, une mise à jour. Et à chaque événement, va être capable de pousser un événement dans l'architecture de stream. On est toujours au niveau de la base de données. Du coup, la problématique de load se pose à nouveau. Et selon comment les triggers sont développés, on peut se retrouver avec une perte catastrophique, j'ai envie de dire, de données si jamais on a des erreurs imprévues, parce que on peut provoquer en fait une annulation des transactions de données dans ces cas-là. Une deuxième solution de streaming qui peut se considérer, elle, est une approche logicielle. Donc là, ce n'est plus la base de données qui va faire le travail, c'est l'application qui manipule la base de données. Donc dans ces moments-là, quand le logiciel va sauvegarder des informations en base, il va en même temps pousser un événement pour prévenir les systèmes qui écoutent que cette donnée a été modifiée. Donc là-dessus, la problématique de charge, elle est résolue puisqu'elle est côté logiciel. Mais par contre, ça demande évidemment beaucoup de travail au niveau de l'infrastructure logicielle pour gérer cette demande de gestion d'événements. Et enfin, une troisième approche, toujours en streaming, donc elle est basée sur l'analyse des logs de transactions d'une base de données qui va permettre, de la même façon que les triggers, d'écouter tous les événements qui se produisent sur la base de données, toujours les insertions, les suppressions, les mises à jour, etc. Et de la même façon, pousser ces événements dans l'architecture de streaming. Donc, le problème de load est toujours déporté hors de la base de données. Donc là-dessus, on est carré. Mais par contre, ça demande l'analyse et le choix d'outils spécifiques. Pour un certain nombre de nos collectes, on n'a pas pu se baser ni sur le batch, ni sur les deux premières approches de streaming pour un certain nombre de raisons. Et du coup, je vais vous parler de ce qu'on a évalué comme solution pour travailler sur les logs de transactions pour notre système de base de données qui est MySQL. Et de la même façon que ce que nous avait présenté Lucas, on préfère se pencher sur de l'open source. Donc pour cela, on a évalué et mis de côté très vite un certain nombre d'outils. DolphinBit, par exemple, qui n'est plus maintenu depuis un certain nombre d'années. DLTE, qui, bien que prometteur, ne propose aucune documentation dans un langage que nous, ici, puissions comprendre. Personne ne parle le chinois, malheureusement, et je pense, en vous regardant, que personne non plus ici dans l'audience ne le comprend. Et peut-être le plus connu et le plus établi, Debezium, qui n'est pas spécifique à MySQL, mais sur lequel on n'a pas pu se tourner parce qu'on a une contrainte de version côté MySQL qui ne pouvait pas être résolue. Donc, en gros, notre MySQL est trop ancien. Petite parenthèse, l'icône de DolphinBit et l'icône de DLTE, je les ai prises au hasard. Les projets n'en ont juste pas. Debezium en a une qui vaut ce qu'elle vaut. Par contre, quand vous allez voir celui qu'on a choisi, c'est encore pire. Voici Maxwell's Daemon. Cette image, c'est la seule image qui existe dans la documentation. Il n'y a pas d'icône, il n'y a pas de philosophie particulière, c'est juste un choix particulièrement geek. Je pourrais vous raconter l'histoire plus tard, mais ce n'est pas le sujet ici. Mais c'est l'outil donc dédié à la CDC sur MySQL que nous avons sélectionné. Et je vais vous expliquer pourquoi, pour les features qui nous intéressent. La première chose, et peut-être la plus importante, c'est ces capacités de filtrage qui permettent de choisir parmi une multitude de bases de données les différents schémas qu'on veut écouter. Dans ces schémas, les différentes tables. Et dans ces tables, on peut même descendre au niveau de la colonne. Donc en termes de granularité, on a un contrôle total sur ce qu'on veut détecter comme changement. Il permet de pousser sur une multitude de producteurs différents. Donc nous, dans notre cas, ce qui nous intéressait, c'était Google PubSub, puisqu'on est dans l'architecture Google Cloud, qui le propose par défaut. Et en termes de monitoring, ce qui est génial, c'est qu'on peut détecter quand le schéma est modifié. Donc une table est supprimée ou ajoutée, une colonne est modifiée, renommée, etc. Donc toute modification potentiellement destructrice sur notre modèle de données data,
on est capable de le voir venir en amont et de s'en protéger. Ensuite, comme pas mal d'outils de CDC, on a la possibilité de bootstrapper ou snapshotter les tables, c'est-à-dire de récupérer un état zéro de la table avant de commencer à écouter ces modifications. Comme ça, on a une base claire et propre. Ensuite, pour des bases de données qui ont énormément de requêtes et de modifications, donc de l'ordre de plusieurs milliers par minute, on est capable d'avoir une très haute précision sur les timestamps qui sont produits par l'outil pour gérer un ordonnancement très précis et de ne pas avoir de soucis de se dire tiens, lequel est arrivé en premier, est-ce que je vais avoir des conflits, etc. Et enfin, il embarque un propre serveur web, mini serveur web avec un certain nombre de pages qui permettent de suivre en temps réel les différentes métriques et son état de santé pour être capable d'intervenir en cas de casse, parce que l'outil étant particulièrement critique, si jamais on a une coupure de plusieurs minutes, plusieurs heures, ça peut représenter pas mal de pertes de collecte. Donc aujourd'hui, on en est là. On a quelque chose qui tourne très bien, qui produit de la donnée dans PubSub à un rythme assez effréné. On a un POC Dataflow qui est capable de récolter un certain nombre de tables spécifiques et de les synchroniser vers BigQuery. Et maintenant, l'idée, c'est de monter en puissance et d'être capable de gérer de plus en plus de tables et de pérenniser le système. Donc ça, c'est le travail de nos prochaines semaines. Mais comme la big data, le secteur est toujours en constante évolution, il n'y a même pas un mois, à peu près un mois, Google Cloud a eu la bonne idée de sortir une superbe intégration entre son propre outil interne de CDC qui s'appelle DataStream et BigQuery, qui est en fait la base de données analytique qu'on en utilise. Et je ne vous cache pas que s'il l'avait fait 6 mois plus tôt, ça nous aurait peut-être épargné des recherches. Mais bon, voilà où on en est aujourd'hui. On va aussi évaluer cette solution-là avec eux pour savoir si elle vaut le coup, si elle est plus simple, peut-être si ça nous permet de nous affranchir de Dataflow, par exemple, pour avoir une solution plus simple à maintenir, avec moins de travail et évidemment plus de qualité, parce que la qualité dans la donnée, c'est un peu primordial. Et puisque je vous parle de qualité, je vais vous laisser la place et Hamza va vous présenter la suite. Bonjour à tous. Merci. Bonjour à tous, je suis Hamza El Atrassi, data ingénieur chez Voyage Privé. Donc, je suis arrivé il y a à peu près 4 mois, donc au tout début de la mise en place de notre nouvelle architecture data. Et je vais vous présenter l'ensemble des efforts qu'on a mis en place en matière d'intégration et de déploiement continu dans le cadre de notre projet Airflow. Donc, dans un premier temps, il est essentiel de s'attarder sur l'élément principal de notre architecture, à savoir Airflow. Donc, qu'est-ce que c'est Airflow? C'est un outil, une plateforme qui va nous permettre de créer et de gérer un ensemble de workflows. Et à terme, ce qu'on aimerait, c'est pouvoir ordonnancer et orchestrer l'ensemble de nos traitements via Airflow. Donc, au niveau d'Airflow, un workflow, ça correspond à un DAG. Chaque DAG est composé de tasks et chaque task va décrire une opération que l'on peut exécuter. Donc, dans l'exemple qui est projeté, on a un DAG composé de 4 tasks différentes. La première, le SQL Operator, va nous permettre par exemple de requêter, d'interroger une base de données SQL. Le second, le SSH Operator, va nous permettre d'initier une connexion SSH vers une instance. Et au niveau Airflow, l'ensemble des DAG sont écrits en Python, mais on peut exécuter des jobs dans n'importe quel langage. Une fois qu'on sait à quoi ça correspond, qu'est-ce que c'est Airflow et comment ça marche, il a fallu déployer l'outil. Et donc, pour notre environnement de production, on s'est orienté vers la solution clé en main proposée par Google, à savoir Cloud Composer. Donc, Cloud Composer se base sur un ensemble de services Google et va permettre de déployer, en littéralement 5 clics, un environnement Airflow de production robuste, stable et largement scalable. Une fois cet environnement de production mis en place, au fur et à mesure de nos développements, on a dû mettre en place un environnement de test pour ne pas empiéter sur cet environnement-là. Et à ce moment-là, on avait la possibilité de faire 5 clics de plus et avoir un environnement de test ISO à notre production. Mais le problème avec Composer, c'est que c'est coûteux, c'est très coûteux, et on n'en avait pas forcément la nécessité. Donc, on s'est orienté vers un environnement test composé d'une instance VM sur laquelle on a déployé l'image Docker de référence fournie par Airflow.
Et on a dû largement customiser cette image, parce que de base, on n'arrivait pas à obtenir un environnement stable, robuste. Et après plusieurs efforts à ce niveau-là, on a obtenu cet environnement stable et robuste, mais pas scalable. Mais on n'avait pas forcément besoin de scalabilité à ce niveau-là, parce que ce qu'on voulait tester, on voulait être sûr qu'Airflow comprenne ce qu'on écrive et pouvoir débugger, lancer certains traitements. On ne voulait pas, par exemple, lancer des backfills de plusieurs semaines ou de plusieurs mois. On ne voulait pas lancer en parallèle des workflows, enfin une quinzaine de workflows. Et du coup, ça répondait parfaitement à nos besoins et c'était une solution pas chère. Et une fois ces deux environnements mis en place, on a pu commencer à imaginer à quoi ressemblerait notre process d'intégration et de déploiement continu. On a d'abord défini certains points qui nous paraissaient nécessaires, essentiels dans le cadre de la mise en place de cette plateforme. Tout d'abord, on voulait pouvoir travailler à plusieurs en parallèle sur la même code base sans empiéter l'un sur l'autre. Ensuite, on voulait s'assurer d'écrire du bon code. On voulait pouvoir automatiser toute la phase de build. Donc, dans le cadre d'un projet Python Airflow, c'est mettre à disposition des instances d'exécution le code source. On voulait aussi s'atteler à mettre en place une stratégie de test spécifique à un projet data, s'appuyant sur Airflow. Et c'est sur ce point qu'on s'est pas mal creusé la tête, parce que la plupart de nos traitements, ça correspond, par exemple, à aller requêter une base de données MySQL, récupérer les résultats, les stocker au niveau du cloud storage Google, pour ensuite loader tout ça dans BigQuery. Et on a dû se demander comment on teste ça. Enfin, on voulait pouvoir éliminer une grande partie des différentes tâches manuelles qu'on avait l'habitude de mettre en place pour déployer en production. Et on voulait être assez safe quant au déploiement en production. Et concrètement, ça donne ça. Donc, on s'est appuyé sur l'outil GitLab CI, vu que notre projet Airflow est versionné au niveau GitLab. Donc, après avoir réalisé nos différents développements, on ouvre une merge request qui va targeter la branche master. Et à ce moment-là, on aura une première étape qu'on a appelée étape de linting et de validation. Et au cours de cette étape, on voulait s'assurer, tout d'abord, d'écrire du code de bonne qualité. Donc, on s'est appuyé sur des outils tels que SQL Fluff, qui nous permettaient de s'assurer que l'ensemble de nos scripts SQL respectaient un ensemble de bonnes pratiques. On s'est appuyé aussi sur Flakehate, par exemple, ou iSort au niveau des scripts Python. Et le deuxième point essentiel qu'on voulait mettre en place, c'est qu'on avait l'habitude, au moment du déploiement en production, quand on mettait notre DAG en prod, on se retrouvait au niveau du web server avec un encart nous notifiant des erreurs. On avait souvent des erreurs d'import et c'était des erreurs assez récurrentes et souvent les mêmes. Donc, une variable mal définie au niveau Airflow, une connexion non définie, une dépendance manquante ou tout simplement un DAG mal écrit. Et donc, c'est à ce moment-là qu'au niveau du runner GitLab, on va lancer une série de tests unitaires qui vont nous permettre de nous assurer qu'on n'aura pas ce message. Et on voulait donc pouvoir catcher l'ensemble de ces erreurs assez tôt au niveau du process pour pouvoir les corriger. Et ensuite, une fois que c'est tout bon à ce niveau-là, on passe à l'étape de test unitaire et de ce qu'on appelait test d'intégration. Donc, premièrement, on a été amené à créer des opérateurs Airflow. Donc, nativement, Airflow va nous fournir plusieurs opérateurs, mais selon le besoin, par exemple, on a eu un moment besoin d'aller chercher des données au niveau de Microsoft SharePoint et les insérer au niveau Cloud Storage. Airflow ne proposait pas nativement d'opérateur à cet effet, donc on en a mis en place un, mais on a dû mettre en place les tests, comme ce que fait Airflow. Et ensuite, on a une deuxième partie, c'était qu'est-ce qu'on teste? Et au niveau de nos traitements, on s'est dit ce qu'on veut savoir avant de passer en prod, c'est est-ce que ça marche? On a envie de savoir si notre DAG tourne. Donc, ce qu'on a mis en place, c'est un module qui va nous permettre de détecter l'ensemble des modifications qui ont été apportées au niveau de la merge request et à quel DAG, quels DAG sont affectés par ces modifications. Et une fois qu'on a cette liste de DAG, on va exécuter les DAG les uns après les autres et on va se fier à l'état final d'exécution de ces DAG.
Et on part du principe que si ça a bien tourné, on peut passer en prod. Si ça n'a pas tourné, on essaye de comprendre pourquoi, on débug et on renclenche le process. Et donc là, c'est dans l'optique que ça a bien tourné. On veut déployer en prod, donc on merge le contenu de notre merge request au niveau de master et automatiquement, le code source sera déposé au niveau d'un bucket cloud storage qui est lié à notre composer Airflow et on a nos DAG en production. Et ce qui nous attend à présent, c'est, au vu des besoins qu'on a, c'est on crée de plus en plus d'opérateurs et il faut qu'on les teste et qu'on pousse notre stratégie de test à ce niveau-là pour s'approcher le plus fidèlement de ce que fait Airflow. Et on voulait également pouvoir étudier l'intégration d'outils d'analyse de code statique tels que SonarCube, voir comment ça pouvait s'intégrer au niveau d'un projet Airflow. Et pour notre data stack, merci de nous avoir écoutés. Et je vais laisser la parole à Yanni et à Charlotte qui vont vous parler d'AB testing. Alors, les data ingénieurs vous ont parlé de comment récolter une donnée de qualité. Nous, les analystes, donc Charlotte et moi, Yanni, allons vous parler de comment on peut la traiter, et ça à travers l'AB testing, et surtout vous montrer comment l'AB testing s'inscrit et participe à la culture digitale de l'entreprise. Donc, pour rappel, pour ceux qui n'étaient pas là au premier meet-up et ceux qui ne savent juste pas ce qu'est un AB test, un AB test, c'est une procédure qui vise à tester une nouvelle fonctionnalité. Donc, pour cela, on a deux versions d'une même page web, une ancienne et une nouvelle avec la nouvelle fonctionnalité, et deux groupes, le groupe A et le groupe B. Le groupe A est le groupe de contrôle qui verra l'ancienne version, et le groupe B, qui est le groupe de test, verra la nouvelle. L'objectif étant de comparer la performance de chacune de ces versions et de voir si la différence de performance est significative ou non. Et tout cela dans le but d'accompagner les prises de décision dans l'entreprise. Et chez Voyage Privé, pour ce faire, on a créé l'AB Test Comité. Donc, c'est un comité qui a lieu toutes les semaines, ici même, dans l'Agora, avec les équipes produits. Donc, elle réunit nous-mêmes, les analystes et les équipes produits. Et à ce moment-là, on en profite pour partager nos résultats sur les AB tests qui sont en cours. On en profite aussi pour débattre sur ces résultats et sur de potentiels axes d'itération. Mais à ce moment-là, le produit communique aussi sur les prochains AB tests à suivre, ce qui nous permet d'être beaucoup plus en amont des projets et des KPI à cibler et même de les challenger sur, à moindre mesure sur les fonctionnalités testées. Pour communiquer les résultats, on a décidé de se baser sur 3 visuels. Un graphique qui permet de voir la performance de chaque groupe au jour le jour depuis le début de l'AB test. Il y a un fantôme. Et depuis le début de l'AB test. Et ça s'avère très utile pour voir s'il y a des trous dans la donnée ou pour voir s'il y a des comportements aberrants dans un groupe ou dans un autre. Ensuite, on a un histogramme qui permet de voir la performance globale de chaque groupe. Et enfin, un tableau qui est beaucoup plus détaillé avec, par exemple, la distribution avec les volumes en population de chaque groupe pour voir si elle correspond bien au sampling initié à la base. Donc, en général, un 50-50. La variation en volume, une variation en pourcentage, ainsi que la fameuse p-value qui nous permet de voir si cette variation est significative ou non. Mais pour que nos slides et notre communication soient beaucoup plus clairs et afin qu'au-delà des équipes produits, le COMEX puisse lire nos résultats, on a décidé de mettre un nouvel indicateur. Donc, cet indicateur se base sur 2 notions. La couleur, qui permet de savoir si le groupe B fait mieux que le groupe A en performance. Donc, dans ce cas-là, l'étoile sera verte. Et à l'inverse, elle sera rouge. Et un système d'étoiles qui permet de voir la significativité. 2 étoiles si c'est très significatif. 1 étoile si c'est quasiment significatif. Et 1 étoile dans un ton beaucoup plus clair si on pense qu'un jour, cette variation sera significative. Donc, comme vous pouvez le voir, on a beaucoup itéré sur ces présentations de résultats et sur ces slides. Donc, au début, vous voyez qu'on était obligé de calculer la conversion à la main. Donc, c'est le petit écriteau en vert, là. Je ne sais pas si vous le voyez. Et de rédiger la conclusion nous-mêmes à la main.
Et maintenant, grâce à ce système d'étoiles et à ce tableau qui réunit un maximum d'informations, on gagne un temps énorme à la création des slides, ce qui nous permet d'être beaucoup plus en amont, encore une fois, de tous ces projets et de pouvoir les challenger et de encore mieux comprendre les fonctionnalités du produit. Donc, pour ma part, pour vous faire un use case, je vais vous parler du premier A/B test qui a pu profiter de cette méthodologie et de l'A/B test comité, qui est l'A/B test choix de chambre. Et de mon côté, moi, je vais vous présenter Photomosaïque, qui est un deuxième A/B test qui nous a permis d'itérer sur un outil qu'on a créé nous-mêmes et que je vous présenterai tout à l'heure. Donc, l'A/B test choix de chambre, il consiste en quoi? Donc, c'est une ancienne version dans laquelle les utilisateurs pouvaient choisir leur type de chambre sur la page produit. Ils n'avaient aucun détail sur le type de chambre, donc ni photo ni description, et ils ne pouvaient pas combiner, combiner plusieurs chambres. Dans la nouvelle version, on a déplacé ce choix de la page produit à la première étape de réservation. On a simplifié l'expérience utilisateur en donnant beaucoup plus de détails pour chaque type de chambre, donc des photos et des descriptions. Et on a offert la possibilité à nos membres de pouvoir choisir une multitude de chambres et de donner le nombre de personnes dans chaque chambre, de choisir le nombre de personnes dans chaque chambre. Grâce au comité A/B test, on a pu se mettre en amont de ce projet, communiquer avec les équipes produits et les débats qu'on a pu avoir avec eux ont formulé des attentes et des potentiels risques. Par exemple, en termes d'attente, on s'attendait à une conversion qui a augmenté, un taux de passage entre la page produit et la première étape de réservation qui a augmenté aussi, et une augmentation du panier moyen. Concernant les risques, ils étaient seulement liés à un risque d'implémentation de la fonctionnalité, donc qui aurait pu peut-être causer une décroissance du taux de passage entre la première étape de booking et la dernière. On a lancé notre A/B test framework que Charlotte vous présentera tout à l'heure. On a eu des résultats. On a eu une conversion en hausse, donc plus 1,6%. Et là, si vous avez bien suivi, vous avez bien compris que les 2 étoiles vertes, c'est-à-dire que c'est très significatif. Et la même chose pour le taux de passage entre la page produit et la première étape de booking, avec un plus 2,1%. Mais on n'a pas eu de gain sur le panier moyen. Donc, on a pu communiquer ça lors de l'A/B test comité aux équipes produits et les équipes produits ont pu investiguer, ils nous font un retour et ils ont constaté que l'UX n'était pas adéquate pour pousser au surclassement des chambres. Ensuite, on a eu une petite surprise, donc comme quoi on fait bien de lancer des A/B tests et de suivre des KPI autres sur la rétention. Donc on a fait moins 1,6% avec là aussi une forte significativité. Et là, de même, lors de l'A/B test communiqué, on a pu communiquer ce résultat. Les équipes produits sont revenues vers nous et ont remarqué que lorsqu'il n'y avait qu'un seul type de chambre, l'UX n'était pas optimal. Donc finalement, on a eu tous ces KPI, tous ces résultats, et on a quand même décidé de déployer, car on avait quand même un réel incrément en conversion et en taux de passage, donc un incrément dans l'expérience utilisateur. Et on a quand même, mais dans un autre côté, on a réitéré, on a itéré sur l'A/B test en gagnant en 9 heures. Excusez-moi. On a itéré sur l'A/B test pour essayer de regagner en rétention et en essayant d'atteindre nos objectifs de panier moyen. Donc, finalement, on a déployé et on a itéré sur cet A/B test afin d'atteindre nos objectifs et de corriger les KPI qui n'étaient pas dans le bon sens. Donc, moi, je vais vous présenter un deuxième A/B test qui nous a permis d'itérer plutôt sur notre outil, que je vais également vous présenter très rapidement pour que tout le monde comprenne la fonctionnalité. L'objectif de l'A/B test Photomosaïque, c'était que sur la fiche produit, dans l'ancienne version, pour voir toutes les photos d'un produit, il fallait cliquer sur la flèche de droite pour voir toutes les photos. Donc, sur 10 photos, ça va. Sur 30 photos, ça commence à faire quelques clics. Donc, en termes de navigation, ce n'était pas idéal. Et en plus, les photos n'avaient pas de définition. Donc, si on voyait 5 types de chambres différents, on ne savait pas à quelle chambre ça se rattachait. Dans cette nouvelle version, on va pouvoir cliquer sur la photo, avoir un overview de toutes les photos. En plus, elles sont catégorisées, donc on peut aller dans la partie chambre. Il y a une petite description, donc pour chaque chambre, voir à quelle chambre elle se rattache. Donc, c'était surtout fluidifier l'expérience utilisateur et pouvoir vraiment catégoriser ces photos. Donc,
on parle en comité d'A/B test de cet A/B test, on le lance dans l'outil, et qu'est-ce qu'on obtient comme résultat? Et ben, en fait, on n'obtient pas grand-chose. C'est-à-dire qu'en présentant les résultats, très peu de KPI significatifs, en plus les variations sont très faibles, difficile de conclure sur un A/B test. On a beau se dire on va laisser un peu plus longtemps, etc. Là, on s'est posé un peu problème. Donc, on s'est posé des bonnes questions. Déjà, est-ce qu'on ne regarderait pas un KPI lié à la satisfaction client? Et deuxièmement, est-ce qu'on ne regarderait pas finalement l'A/B test avec une dimension supplémentaire, donc d'un autre angle? Donc, on a décidé d'ajouter à notre outil le NPS. Donc, le NPS, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le Net Promoter Score. Donc, une fois que le client a voyagé, on va lui demander quelle note il attribuerait à son voyage. Et c'est cette note-là qu'on va exploiter. Et en plus, on a décidé de regarder par dimension. Donc, on a regardé 2 dimensions. La zone, donc c'est est-ce qu'il est parti au sein de son même pays, donc en domestique, en national, ou est-ce qu'il a fait du long courrier, par exemple. Et la durée de séjour. Et donc, regarder notre A/B test via ces 2 dimensions. Donc d'abord, il a fallu ajouter le NPS. Je vais vous présenter un peu l'outil. On l'a développé sur Google Colab. Google Colab, on a créé un notebook Python auquel on a ajouté 3 principales étapes. La première, comme vous l'ont présenté les data eng, on va chercher la donnée. On a énormément de sources de données. Via Google Colab, ça nous permettait de récupérer la donnée directement dans le notebook. Ensuite, une fois qu'on a cette donnée, on va calculer les différents KPI. Les KPI, mais aussi leur significativité. Et surtout, on va créer tous les visuels pour les comités A/B test. Parce que sans restitution, ça n'a vraiment aucun intérêt. Donc là, c'est une petite image de notre outil. Donc l'idée, c'est qu'on l'a un petit peu paramétré. On va d'abord choisir le nom de l'A/B test, la période qui nous intéresse, les business units, donc les pays sur lesquels on veut analyser. Et ensuite, on va pouvoir lancer la requête SQL pour aller chercher en fonction de ces paramètres-là, histoire de ne pas appeler toutes les données. Évidemment, on va créer plusieurs connexions. La première avec BigQuery pour aller chercher les données. Une deuxième avec SharePoint, qui est un système de dossiers partagés pour imprimer les outputs, les visuels pour les comités A/B test. Et on va avoir notre fameuse requête qui tourne pour avoir les données. Une fois qu'on a ces données-là, on a des sous-data frames, tout est découpé. Et ensuite, pour chaque API, on va avoir un code qui tourne et qui nous affiche les visuels en plus de les imprimer. Donc, une fois qu'on a tout ça, c'est beaucoup plus facile de comprendre la suite. On a voulu ajouter le NPS. Dans l'outil de base, avant qu'on le refasse, pour chaque KPI qu'on ajoutait, on dupliquait les cellules précédentes et on devait tout réadapter. Autant vous dire qu'en termes de source d'erreur, c'était une catastrophe. En plus, ça prenait un temps fou. Et puis, pour quelqu'un qui essaye de lire tout ça, c'est impossible. Donc, on a tout découpé en fonctions. Déjà, une fonction pour tout ce qui est test de significativité. Une deuxième fonction pour tous les calculs de KPI. Et évidemment, une fonction pour tous les visuels. Parce que pour chaque KPI, ce sont les mêmes visuels. Donc, avec ça, on a gagné un temps fou. C'est beaucoup plus lisible. Et du coup, l'ajout du NPS a été beaucoup plus facile. Donc, pour Photomosaïque, on ajoute ce super NPS. Et qu'est-ce qu'on obtient? En fait, on n'obtient toujours rien. Ce NPS, il est le même de la population de test à la population de contrôle. Donc là, on s'est vraiment dit, en comité A/B test, il faut absolument qu'on aille plus loin dans l'analyse et donc qu'on ajoute les fameuses dimensions. Évidemment, pour ajouter les dimensions, l'outil n'était pas non plus adapté puisqu'on le fait au fur et à mesure. Donc on s'est rendu compte qu'il y avait des problèmes. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une dimension? Très basiquement, une définition, c'est un attribut descriptif ou une caractéristique de donnée. Pour nous, c'est quoi en data? Ça va être d'ajouter une variable, une colonne finalement, qui va permettre de segmenter la donnée. Donc, dans l'exemple, ça va nous permettre d'avoir une ligne par date, par différentes dimensions, le détail, par exemple, du chiffre d'affaires. De cette manière, on peut analyser selon différentes dimensions et même en combinant ces dimensions. Mais donc, l'outil n'était pas fait pour ça et on s'en est rendu compte d'un premier problème. C'est que, très bien, on ajoute des dimensions sur la partie booking. Si j'ajoute la durée du séjour et que je rajoute le type de newsletter, tout ça n'a pas de sens. Donc vraiment, au fur et à mesure d'ajouter des dimensions, on perdait en sens et en compréhension. Donc on a décidé de découper cette donnée en types de données. Donc la partie booking, vraiment d'un côté, la partie trafic, etc. Je vous en passe. Et ça va nous permettre déjà 2 choses. Gagner du temps et puis surtout pouvoir aller chercher beaucoup plus dans le détail au sein d'un même type de données. Sur la partie booking, vraiment aller chercher des dimensions très spécifiques et du coup avoir d'autres angles d'attaque qui permettent d'avoir des résultats. Mais en faisant ça, on s'est rendu compte d'un autre problème.
En effet, si on se concentre par exemple sur la partie booking, chaque fois qu'on rajoute des dimensions, on augmente considérablement le nombre de types de booking possibles. Donc là, je vous ai mis 2 types de dimensions, la zone et la durée de séjour. Donc la zone qui est une notion de distance par rapport au départ de la réservation. Et on voit qu'elles ont chacune respectivement 4 et 3 valeurs, ce qui fait déjà 12 possibilités. Et il est normal, et le business nous l'a bien rappelé, que certains jours, nous ne vendions pas certains types de booking. Et donc, on n'avait aucune information à certains jours sur le chiffre d'affaires, si on se concentre sur le chiffre d'affaires, pour ce type de booking. Mais nous, pour les analyses, il est quand même important d'avoir un chiffre et d'avoir ce chiffre 0. Donc, il manquait de l'information. Pour cela, on a créé une table de référence. Cette table de référence répertorie l'ensemble des dates depuis le début du lancement de la B-Test. Elle est croisée avec l'ensemble des possibilités des types de booking. Et elle est vouée à être croisée avec nos résultats pour forcer l'existence d'une ligne pour chaque possibilité. Donc là, je vous ai mis un exemple. Vous voyez dans nos résultats qui sont en bas à gauche qu'il manque des résultats pour le national week-end, donc pour tous les bookings qui ont été faits dans le même pays que le lieu de résidence du membre, ainsi qu'un booking qui dure une semaine. Et grâce à la table de référence, donc une partie de la table de référence qui est présente en haut, on a pu obtenir une ligne dans laquelle le chiffre d'affaires est à 0. On ne perd donc pas d'informations et on a des analyses de qualité et des statistiques qui ont du sens. Et donc, si on regarde du coup pour notre A/B test, après l'ajout des dimensions, eh bien enfin, on a des résultats. Donc déjà sur le NPS, qu'on a bien fait de rajouter, sur le national, on observe une croissance sur le slot de test, également sur les séjours qui ont duré une semaine. Donc déjà, ça, hyper positif. Le NPS, c'est quand même hyper important. Ça va vraiment donner la notion de satisfaction des clients et on a vraiment intérêt à suivre tout ça. Par contre, sur le revenu, c'est partagé. Donc le revenu après 30 jours, spécifiquement sur le middle, donc c'est le moyen courrier, on a une croissance, mais lorsqu'on regarde sur du national à 7 jours, on a une décroissance. Donc évidemment, en comité A/B test, on en a parlé, on s'est posé la question et on en a conclu que peut-être que quand le client peut voir toutes les photos, il va plus comparer les produits, et donc peut-être dépenser et choisir son séjour plus tard, pas forcément le prendre des 7 jours. Donc on a ces résultats, on est super content et on n'a pas de grosse régression. Donc les next steps pour tout ça, en fait, c'est de savoir est-ce qu'on déploie, et comment on déploie. Parce que finalement, si on peut aller voir dans la dimension zone, par exemple, on pourrait très bien décider de déployer uniquement sur les séjours qui sont vendus en national. Et donc, c'est ça aussi tout l'avantage du comité A/B test. Donc finalement, si on revient à la question de base, comment est-ce que cet A/B testing il participe à la culture digitale? Déjà de par notre outil, parce qu'on a choisi de faire un outil maison pour ajouter les KPI vraiment en fonction des A/B tests. Donc c'est toute la partie A/B testing, fonctionnalité qui va pousser vers de nouveaux KPI. Donc ça part vraiment de la base. En plus, nous, on monte en compétence sur tout ça. On a un outil qu'on maîtrise complètement, pas une boîte noire. Et puis, à chaque itération d'A/B test, on l'améliore encore et encore. Et sur l'A/B test comité que je vous ai présenté, qui nous permet d'être en amont de tous les projets, de collaborer avec les équipes produits et de nous challenger autant les équipes produits que nous-mêmes. Donc, grâce à tout ça, on a des résultats qui sont cohérents et de bons résultats qui permettent à l'entreprise de prendre des décisions qui se basent donc sur le digital. Donc, voilà pour notre présentation. Maintenant, comme vous le savez, les A/B tests permettent de connaître un petit peu plus sur le comportement des utilisateurs et de nos clients, mais il y a aussi d'autres méthodes et Dionée sera la plus à même de vous en parler. Bonsoir à tous. Tout le monde va bien? Vous êtes en forme? Ça va? Oui? Ok. C'est parti sur le sujet. Donc effectivement, vous avez vu, on va collecter de la data. C'est de la data qui est liée globalement à du trafic et potentiellement à nos membres. Les A/B tests, on est également sur une connaissance du membre parce que c'est lui qui va déterminer finalement est-ce que c'est positif, négatif. Et avant de faire un A/B test, en général, on va avoir potentiellement ce genre de méthode, les rencontres clients, les focus group. On a fait des tests utilisateurs notamment sur Roomtype. En tout cas, pour toutes les personnes qui étaient là précédemment,
Vous savez que je vous avais présenté quelques méthodologies plutôt d'analyse, parce que j'ai un profil qui est un petit peu atypique dans la data. Je ne suis pas du tout dans la data de base, et j'ai plutôt une connaissance sur les clients, différentes manières de traiter cette donnée, différents outils. Donc c'est parti aujourd'hui pour vous parler des rencontres clients de manière relativement pratique. Si demain vous devez mettre en place ce type de méthodologie, pour itérer sur vos fonctionnalités, pour finalement être au plus près du besoin, je vous donne quelques tips. On a rencontré cet été plus de 60 personnes avec 2 modèles de rencontres, directement dans nos locaux avec 1 heure d'entretien avec des clients, et en guérilla test à l'aéroport, où on allait voir des personnes qui finalement ne connaissaient pas toujours Voyage Privé. Vous voyez sur le graphique de droite que vous avez différentes équipes product, UX, et qui allaient à chaque fois avoir des demandes et des sujets bien spécifiques. Je reviens juste sur ce sujet. On a parlé de significativité. Moi, je suis sur des volumes qui sont beaucoup plus petits, en tout cas sur cet exercice. Mais le but, c'est vraiment d'écouter. C'est un moment également privilégié pour nos consommateurs et nos membres, parce qu'ils se sentent un petit peu VIP, et ils vont nous donner finalement des idées, des sujets, des axes sur lesquels on va travailler, et sur lesquels on va pouvoir avoir des directions dans les équipes, dans les roadmaps, se dire ça, on l'a vu quand même plusieurs fois, il va peut-être falloir faire quelque chose, et on va l'intégrer dans une roadmap, et on va aller derrière travailler peut-être avec de l'enquête comme je vous l'ai présenté la dernière fois. Peut-être qu'on va aller faire du test utilisateur pour aller valider ou non des maquettes, etc. Et finalement, le but, c'est de se dire on diminue au maximum à chaque fois tous ces points de friction, de tension sur le parcours utilisateur. Donc c'est de ça dont on va se parler aujourd'hui. L'organisation, je passe un peu rapidement, mais ça peut vous donner des idées. Déjà, être à la data, c'est pratique parce que ça me permet de déterminer des profils et d'aller chercher en base et dans les tables des personnes dont nous avons peut-être besoin de retour, des retraités, des jeunes actifs, etc. De déterminer également qu'est-ce qu'on va leur donner en retour, parce qu'ils viennent, ils se déplacent, ils passent 1 heure. Chez nous, on était sur du voucher, donc du bon d'achat à utiliser sur notre site. Le planning, on peut se dire: «Oh, on prévoit très en avance et on envoie les invitations en avance». Mauvaise idée, il vaut mieux partir sur des invitations 2 semaines avant, parce que vous aurez un taux d'annulation qui est important, et quand vous êtes vraiment trop en amont, finalement les personnes vont booker d'autres choses et vous passerez à la trappe. Également savoir que vous avez un taux d'annulation qui est très important, autour de 40 donc c'est pour ça qu'en fait, c'est important de bien charger vos plannings, parce que vous saurez que vous en aurez moins. Et dans le cas là où on avait 5 équipes UX, on doublait finalement chaque créneau. Les équipes, plutôt prendre toujours, et c'est un conseil, une personne qui prend les notes et une personne qui interviewe, parce que la personne qui interviewe, on va parler de scénario, elle ne doit éviter les biais dans la manière d'interroger, elle doit vraiment aller creuser, être très attentive à ce que dit le membre, et prendre des notes en même temps et observer, parce que c'est ça l'intérêt quand on est en direct, c'est observer les points d'hésitation, où est-ce que les personnes cliquent, c'est impossible. Donc binôme, des binômes qui étaient à l'aéroport sur ces photos. Un email très classique pour l'invitation, mais l'email doit être à la fois rassurant et donner tous les éléments pour éviter aussi de la gestion, où est-ce que c'est exactement, comment ça va se passer, etc. Le jour J, je vous conseille d'avoir une personne qui est capable de gérer des réclamations en fonction de votre domaine d'activité. Vous pouvez avoir des gens mécontents ou qui ont des problématiques. Il faut être capable de gérer, de prendre en compte et de savoir traiter peut-être un peu de colère ou de frustration. Ceci passé, avoir une personne dédiée à la logistique. Quand j'appelle logistique, c'est checker les personnes qui vous disent qu'elles ne peuvent pas venir, les personnes qui sont arrivées, de les lister, et puis de faire le service café, petits gâteaux, bonbons, comme on peut en bénéficier, vous le voyez sur les photos. Pensez également à un droit à l'image, donc les personnes qui sont en photo ici ont signé pour être diffusées sur des documents en interne. Avant de faire vos rencontres, c'est aussi important que les équipes puissent savoir à qui elles ont affaire, donc essayer d'avoir au maximum, et là aussi c'est la data, des données, soit des données, vous avez des membres, donc ce sont des personnes qui n'ont pas encore acheté chez Voyage Privé, mais qui vont se connecter de manière très régulière, soit des personnes qui ont acheté, et de savoir un petit peu ce qu'elles ont fait, pour justement être dans quelque chose de cocooning, et vous êtes un petit peu avec des personnes VIP.
conseil également pour tout ce qui est voucher. Je les créditais au moment où ils faisaient leur rencontre client. Comme ça, directement, ils les avaient, ils disaient: «Ah, mais c'est génial, on a déjà tout». Petit bonus niveau satisfaction. Post-meeting, qu'est-ce qui peut être intéressant de faire? C'est de se dire, déjà faire un petit retour aux personnes en les remerciant pour leur disponibilité, leur proposer éventuellement, est-ce que vous seriez d'accord pour faire partie de ce qu'on appelle une pool member list? C'est-à-dire demain, je dois faire une enquête un petit peu conséquente. Vous accepteriez de répondre, à cette enquête? La plupart ont dit oui. De faire, une action de follow-up. Vous allez voir quand vous avez des personnes qui vous ont dit: «J'ai eu telle problématique», peut-être leur faire un petit mail en disant: «Bah, merci, grâce à vos retours, aujourd'hui, on a pu étirer et améliorer telle fonctionnalité». Ça fait toujours plaisir. Donc ça, c'était sur la partie un petit peu orga. Je passe sur la notion de scénario. C'est quelque chose qui est très important parce qu'on est sur de l'interview, on est sur de l'humain et le but, c'est de ne pas avoir de biais. Si je commence à vous dire, «Est-ce que vous trouvez que la fonctionnalité que je vous présente est simple et vous permet de rechercher facilement votre, vol?» Bon, vous orientez un petit peu déjà, sur ne serait-ce que ce que la personne allait vous dire. Peut-être qu'elle allait pas vous parler de simplicité, mais par contre, elle allait vous parler de comment elle recherche un séjour. Donc c'est très important, de travailler ce scénario et de le travailler en fait avec, les équipes, qui sont directement impactées, ici les équipes UX. Donc c'est déjà de leur demander, le job, ceux qui bossent là, de prendre les pages du site, de prendre les fonctionnalités qui les intéressent et leur demander, alors là, c'était de 1 à 5, je leur ai demandé de noter chaque fonctionnalité. Là, vous avez un petit bout d'un fichier Excel qui devait faire une centaine de lignes quand même. Moi, ça me permet de faire quoi? Bah, tout simplement de prioriser et de me dire pour cette équipe UX, la partie booking process ou la partie décision, voilà quel est le poids dedans et de valider avec vos équipes UX, est-ce qu'on est bien d'accord que sur ta partie, booking process, la step 1, bah, c'est bien la plus importante et c'est parti pour la soirée, j'ai trop parlé. Donc voilà, déjà, c'est important parce que vous permettez, en construisant votre scénario de cette manière, de mettre le bon focus sur les bonnes questions et de valider avec vos équipes que l'on est sur les bons sujets. Là, je vous montre, le but, c'est pas de lire, mais c'est de vous dire, voilà, votre scénario, il ressemble globalement à ça, une liste de fonctionnalités en vert et à droite, vous avez, les questions. Les questions, dans la mesure où j'avais plusieurs équipes, avec moi UX et que je dois faire une synthèse à la fin, déjà avoir peut-être quelques bases de connaissances sur quels sont les profils à qui j'ai affaire. Et donc pour tout le monde de se dire: «Bah, voilà, vous avez quoi comme type de profil? Solo, famille et cetera. Vous voyagez, dans quelle zone?» On a parlé de mid haul, de long haul, donc long courrier, moyen courrier et là, c'était un petit peu intéressant d'avoir les informations sur les devices utilisés, à la fois pour réserver et pour acheter, qui ne sont pas toujours les mêmes. Et ensuite, si je prends la fonctionnalité même, on fonctionne en entonnoir dans la manière d'interviewer. On est d'abord très large sur le sujet. Et quand je dis très large, c'est de se dire, bah voilà, il y avait des scénarios. Vous devez sélectionner votre vol pour partir à Punta Cana ou au Mexique, enfin oui, en Repdom, où vous voulez. Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Et vous laissez la personne parler. Et là, je leur donnais vraiment des aides aux équipes qui allaient interviewer. OK, si la personne ne fait pas la démarche et qu'il ne se passe rien, voilà les questions que tu peux poser. De leur demander, donc là, je vous ai mis quoi? Observer en amont si le membre consulte uniquement ce qui est affiché ou est-ce qu'il va creuser, changer de vol. C'est noter les premiers mots, les premiers sentiments, les premières expressions qui sont évoquées et aller creuser dessus. Et puis, c'est peut-être, s'il ne se passe vraiment rien, d'aller de plus dans le détail, c'est les lignes du bas. Pouvez-vous nous expliquer les informations présentes sur le transport que vous avez sélectionné? Pourquoi l'avoir sélectionné? Ne pas passer à côté d'un élément. Donc, fonctionnement en entonnoir, du plus large au plus précis. Et enfin, les questions de closing qui vont être un peu plus sur la fluidité, la navigation sur le site pour l'ensemble des personnes interviewées et la notion de perception de marque qui est également intéressante. Parce que je vous rappelle, vous aviez des équipes design qui étaient plus sur le branding, vous aviez des équipes e-commerce, relationship, onboarding quand la personne s'inscrit sur le site. Donc des personnes très variées finalement dans la manière d'interroger. Quand on a fait ce scénario, je suis bon au timing? C'est bon? Je me dépêche. On est presque au bout. Quand on a fait ce scénario, il faut se dire, comment c'est pas toujours évident d'aller aborder un client et d'engager la conversation. Donc déjà, c'est de, préparer les équipes qui en avaient besoin et qui le souhaitaient avec, toutes ces notions d'icebreaker.
Quand un client arrive, c'est peut-être un peu lui expliquer, voilà, aujourd'hui, comment ça va se passer. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Le but, c'est que vous puissiez tester les différents éléments qu'on va vous montrer et que vous nous donniez votre sentiment premier. Soyez intransigeant, car le but, c'est vraiment d'améliorer. Et puis après, vous allez dire, d'ailleurs, dans le petit fichier qu'on a fait au préalable, j'ai vu que vous étiez parti à Zanzibar, qu'est-ce que vous en avez pensé? Et là, c'est bon. Vous mettez la personne à l'aise. Parce que si vous avez une personne recroquevillée sur elle, qui ne va pas trop oser parler, ça peut être long, 1 heure. Ça peut être très, très long. Donc, il faut que la personne se sente aussi bien avec les équipes avec qui elle parle. Et c'est un travail de mettre à l'aise. Et puis ensuite, pardon. Ensuite, vous allez avoir une manière d'interroger. Quand on vous dit ah oui, j'aime bien, c'est joli. Bon, si on parlait par exemple, des photos mosaïques, là, de ces images qui défilent. Oui, c'est joli. Alors, c'est joli, je ne sais pas ce que vous en faites, vous, demain, dans des retours. C'est-à-dire, c'est joli, qu'est-ce qui vous plaît dans les éléments? Ah j'aime bien en fait quand on voit, les photos de la chambre avec une vue à l'extérieur. Ah, pour vous, c'est un critère? Ben oui, parce que moi, j'ai pas envie d'avoir une vue sur une zone industrielle. Ah, mais qu'est-ce qu'il y a comme autre élément dans une chambre que vous appréciez? Et comme ça, vous allez creuser. Justement, vous avez une personne sous la main, contrairement à de la data où vous avez quelque chose quelque part d'un peu froid, un comportement. Là, vous allez pouvoir comprendre ce qui se passe derrière. De la même manière, quand on vous dit: «J'aime bien, quand c'est simple», est-ce que vous pourriez me donner un exemple? Est-ce que vous avez des concurrents, qui font quelque chose que vous trouvez vraiment simple et que vous appréciez? Donc c'est à chaque fois une manière d'aller creuser cette information qui vous permet finalement de comprendre réellement ce qui se passe dans la tête de la personne. La partie qui arrive ensuite, c'est quand vous avez eu donc plus de 60 personnes interrogées. Vous vous doutez bien que la prise de notes sur 1 heure, elle est longue, il y en a des kilomètres. J'ai demandé aux équipes de retravailler et de me faire des synthèses sur chacun des profils. Je vous montre 2 types de synthèses parce qu'en fait, finalement, on était sur des sujets différents. Des personnes qui ont fait des synthèses à gauche avec Martine, avec un peu plus de bullet point, de puces sur des fonctionnalités. Et puis à droite, vous avez le design qui était plus sur du branding, sur de l'image, etc. Donc, comment on traite cette donnée? Parce que le but, c'est quand même de se dire qu'on passe de données qualitative à quelque chose d'un peu quantitatif pour pouvoir mettre en place des plans d'action derrière. Bon, ce sont des fichiers Excel en capture d'écran, mais l'idée, c'est de vous dire, déjà, il va falloir catégoriser. Comme un outil d'analyse sémantique potentiellement et de NLP, c'est un travail que je fais moi-même. Donc, c'est un travail humain et ça va être déjà d'aller lire plus d'une dizaine de retours de ces petites synthèses et de me dire, OK, j'ai quoi comme type d'information? Ah, j'ai de l'information sur la notion de positionnement d'image, sur la confiance, sur le sérieux de la marque, sur la partie prestation. Les gens vont me parler de beaux hôtels, de camping, de circuits, de combinés, etc. Donc là, j'ai un petit listing qui continue, mais ce listing, il va me permettre de faire quoi? De catégoriser l'information. Et comment je la catégorise? Alors, ce que vous voyez là en tout petit, non, je sais pas plus grand, je les avais enlevés. Ce que vous voyez, c'est que c'est mon fichier Excel et chaque sujet qui évoquait donc en fait une phrase où la personne va dire, là si j'arrive à lire, tac, j'en prenne un bien. Aucune utilité de la carte à gratter. Donc, on a une fonctionnalité qui est la carte à gratter. Nordine, il nous dit aucune utilité. Donc, je vais copier-coller juste ce bout de phrase. Et Nordine, je vais le mettre. C'est un sujet qui est négatif pour lui. C'est la tonalité négative. Il n'y voit aucune utilité. Et je l'ai mis dans la features compte carte à gratter. En fait, finalement, chaque verbatim, chaque phrase, chaque retour client, je vais le classifier de cette manière-là pour avoir quelque chose de tangible parce que sinon, c'est un peu trop au doigt levé. Ouais, les clients, ils ont dit la carte à gratter, c'est pas top. S'il y a une personne qui le dit sur 60, bon, même si, encore une fois, on n'est pas sur de la représentativité, la significativité, pardon, et il faut prendre en compte ce que nous disent les membres. Mais par contre, là, ça me permet aussi très facilement d'aller me dire, OK, qu'est-ce qui a été négatif? Si là, donc là, c'était une des équipes UX, quels sont les points qui sont jugés en tonalité négative ou positive, donc le jeu de couleurs rouge et vert, et d'associer très facilement derrière un sujet, bloc-offre. La recherche ne me permet pas toujours de trouver le bon rapport qualité-prix, pouvoir comparer les prix des différentes villes de départ plus facilement. Donc ça, c'est un souhait.
sur la notion de prix et de pourcentage, là, on voit que le prix d'appel est à 700 € et quand oui, et quelques. Et quand on fait défiler les dates, on est plutôt sur de 2000, 3000. Je ne trouve pas ça sérieux. Je me dis, se foutre du monde, ça me donne envie de quitter la page. Donc finalement, grâce à mon fichier Excel, là, que vous avez, très facilement, on peut retrouver chacun des verbatims et le quantifier. Quand on peut quantifier, on peut faire des plans d'action. Et donc, c'est là où finalement, on va pouvoir reboucler avec des A/B tests parce que c'est une forme de données qui vous permet de travailler des roadmaps. Alors là, je vous ai masqué un peu parce que je n'allais quand même pas vous donner toutes les friction points qui ont été évoqués par nos membres, mais on aurait pu faire finalement, enfin j'ai fait deux éléments. Vous avez une partie que j'ai appelée les immanquables, ce sont les grands sujets sur lesquels il faudrait vraiment se pencher, et puis une partie qui est un petit peu plus sur les points de friction sur le parcours client. Vous voyez, un parcours client dans le voyage, il va s'inspirer, il va prendre sa décision, il va préparer son voyage, il va être en voyage et il va revenir de voyage. Et en fait, j'ai positionné tous les points qui étaient un petit peu bloquants pour nos membres sur ce parcours-là. Et vous voyez qu'il y a des petites bombes un peu partout. Parce que si là, on commençait à se dire, mais quel est le niveau de priorité à donner? Non, en fait, là, on vous montre une image. Il y a des bombes un petit peu partout, sur certains points un peu plus que d'autres. Il va falloir les prendre en compte. Donc ça, c'est une manière de cartographier et de restituer cette information. Avec beaucoup plus de détails, bien évidemment, mais on n'aurait pas le temps pour un meet-up pour tout vous présenter. Friction point, par exemple, les bagages. Les bagages, c'était un point qui était évoqué en disant, il n'y a pas assez d'infos, je ne sais pas si je peux prendre un bagage à main ou pas. Bon, ce qui est cool, mais ils avaient déjà commencé à travailler avant les rencontres clients, mais n'empêche, on est passé d'effectivement la version avant où on n'avait que de pictos, cabine, soute. On se posait la question, mais est-ce que j'ai le droit de prendre mon sac à main? Après, vous pouvez le voir, finalement, vous avez 3 petites icônes, plus d'autres améliorations techniques dont je ne parlerai pas là, parce que sinon, c'est une digital démo qui s'active. Et j'en suis où? Ah oui, j'en suis là. Voilà, ça, c'était quelques exemples, mais l'action plan, bien évidemment, il y a beaucoup d'autres enseignements qui ont été tirés. Je vous le redis, c'était quoi le but? C'est pas d'avoir beaucoup de volume, de la significativité, c'est de prendre en compte les retours clients, de donner des insights aux équipes, de leur permettre d'aller dans des directions, de leur donner peut-être des points dans leur roadmap à travailler et sur lesquels on va pouvoir creuser. Si certains points ont été évoqués que par quelques personnes, il est peut-être bien de faire une grosse enquête avec de la volumétrie un peu solide en stats pour diminuer les friction points ou tout du moins rendre nos membres heureux. Dernière slide et j'ai terminé et vous pouvez aller manger et boire. Voilà, ça c'est un projet qui s'organise globalement sur ce niveau-là de nombre de personnes interrogées sur 4-5 mois. Entre le moment où on valide la date, où on demande aux équipes de se positionner sur les points importants et prioritaires de leur fonctionnalité, sur la rédaction des scénarios. Donc là, il y avait 5 équipes. Les scénarios, il peut se faire sur des centaines de lignes, entre guillemets. De préparer les invitations, de paramétrer un outil, d'envoyer les invitations, de gérer, etc. Après, vous avez tout un travail où on fait un point avec les équipes un peu en workshop pour finalement se dire, vu qu'ils ont chacun été par binôme sur leur sujet, on partage. Après ce partage, je leur demande un petit condensé, une petite synthèse. Après, je fais ma partie d'analyse que je vous ai présentée. Et ensuite vient le temps de la communication. Et je terminerai là-dessus. Comme pour l'A/B test, l'important quand on fait un travail, c'est de pouvoir communiquer, de partager et que ça puisse être utile. Parce que si ça reste entre nos mains uniquement, il ne se passera rien. Voilà, j'ai terminé. Merci beaucoup à tous pour avoir écouté ces 3 présentations. On peut prendre 5 minutes si vous avez certaines questions sur les différentes présentations ou sinon on échange au bar. C'est comme vous le voulez. S'il y a certains courageux qui osent poser la question, on y va. Sinon, on est dispo pour vous donner toutes les informations nécessaires au bar. Est-ce qu'il y a une question? Pas de courageux? Besoin d'une bière? Allez, c'est parti. Le bar est ouvert. Merci à